N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bon visionnage à vous, bien à vous, LMI. Bonjour Yohan, peux-tu te présenter en quelques mots? Voilà, je m'appelle Yohan, j'ai 31 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants en Charente depuis maintenant une dizaine d'années et ce qu'on peut appeler un ex-pseudo-leader Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes ayant débuté le 17 novembre 2018, vous étiez sur les lieux? Alors exactement, en fait c'est super que tu m'aies invité ici. On est vraiment là où tout a commencé, quelques jours avant le 17 novembre avec des premières réunions. Là où tout a commencé avec des réunions de préparation ensuite au McDo. Et puis ce grand rassemblement le 17 novembre à 9 h avec quelques 5000, un peu plus de 5000 Charentais qui étaient présents là ici en masse pour débuter ce mouvement qui allait donner quelque chose de fabuleux en tout cas. Donc ouais, j'étais là. Pourquoi avez-vous choisi d'être un gilet jaune? C'est une question intéressante en fait. J'ai choisi d'être gilet jaune déjà personnellement parce que concrètement, voilà, je suis chef d'entreprise, j'avais une entreprise et quand je vois qu'on payait des charges, qu'on payait je payais énormément de charges, que ce soit dans le carburant, que ce soit dans les taxes professionnelles, etc. Et qu'à la fin, on n'arrivait plus à s'en sortir. J'allais bouffer au resto du cœur. Pourtant, sur mon CV, il y avait marqué chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on pouvait être aussi bien chef d'entreprise que de ne pas s'en sortir financièrement. J'ai décidé de porter ce gilet jaune aussi pour l'avenir des gamins que j'ai. J'ai décidé de porter ce gilet jaune parce que j'en avais marre de rester devant ma télé à gueuler sur les partis politiques qui ne répondaient pas à notre demande. Comme je disais souvent, je me considérais comme être un ignorant ignoré. Ignorant parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas en termes de politique, de chiffres, d'économie. J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait des grandes écoles. Et ignoré parce que finalement on ne s'intéressait pas à nous. Et en portant ce gilet jaune, on est devenu quelque part comme on était enfin considéré, on était enfin vu au grand jour. Et petit à petit on a appris beaucoup de choses, donc on devenait de moins en moins ignorant. Donc c'est vraiment dans cet objectif-là que j'avais porté le gilet jaune à l'époque. Alors la première revendication qu'on avait, et si on se rappelle bien du début, c'était sur la hausse de la taxe du carburant. C'est vrai que moi je suis rentré dans le mouvement un petit peu par hasard où voilà, je voyais un mouvement qui allait commencer le 17 novembre, on était début novembre et je regardais sur Angoulême, il n'y avait rien de précis, je tapais sur Facebook, je trouvais rien et voilà, j'ai décidé à ce moment-là de créer un groupe Facebook qui s'appelait Halte à la hausse du carburant Angoulême. Blocage national contre la hausse du carburant Angoulême. Et de là, finalement, j'ai réussi à prendre contact, grâce à cette page-là, j'ai réussi à prendre contact avec d'autres pages Facebook qui s'appelaient Blocage Angoulême, qui s'appelaient, les noms je ne me rappelle plus exactement, mais il y avait d'autres pages. Et on m'a invité à venir ici sur ce parking, c'était une semaine et demie avant le 17 novembre, pour faire une réunion collective, une réunion publique. Et je suis arrivé sur cette place et en fin de compte j'ai découvert une dame qui s'appelait Sandrine Gaume, alors celle qui était un petit peu effacée, mais en tout cas qui avait envie de porter le mouvement, d'organiser quelque chose. Et de là, quand j'ai vu un petit peu l'engouement qu'il y avait autour de cette personne, je suis venu à sa rencontre pour dire voilà, moi j'ai une page, bon ça rassemble pas énormément de monde et je cherche pas à moi rassembler le maximum de personnes, je cherche surtout à être utile. Et donc je lui ai dit voilà, si tu veux, j'ai une entreprise dans l'événementiel. Donc j'ai du matériel, que ce soit en termes de sonorisation ou en termes de logistique, et je le mets à ta disposition. Donc je suis intervenu dans ce mouvement comme ça, par la porte de j'offre mon aide et j'offre le matériel que je mets à ta disposition. À ce moment-là, le 17 novembre, il y avait déjà donc des organisateurs,
des figures? Vous pouvez nous citer quelques organisateurs? Alors, concrètement, le constat que je fais lors de cette réunion, c'est que je vois Sandrine, voilà, qui est plein de bonne volonté, etc., mais qui a un peu du mal à se faire entendre. Je vois aussi à côté qu'il y a d'autres groupes qui existent, et en discutant le lendemain le lendemain de cette réunion, en discutant avec Sandrine, parce qu'on a eu un échange de contacts, elle me dit voilà, c'est vrai que j'ai un peu du mal sur les réseaux sociaux à tenir la page, etc. Donc je lui propose aussi mon aide là-dessus. Je dis voilà, si tu veux, je vais remettre en mode, je vais remettre ta page voilà, correctement. Et puis moi je vais jumeler la mienne avec la tienne, ce qui fait que voilà, il n'y aura qu'une seule page qui existera. Et puis petit à petit comme ça, j'ai eu des vrais contacts avec les autres groupes qui eux aussi avaient prévu des choses de leur côté. Donc ma première idée, ça a été de trouver un moment où on puisse, nous tous, ceux qui avaient décidé de prendre en main les choses, pas des personnes au hasard, vraiment des personnes qui avaient décidé de prendre en main les choses, qui avaient du temps à consacrer à cette lutte, de se retrouver autour d'un verre pour discuter qu'est-ce qu'on allait faire le 17 novembre, pour essayer de trouver un lieu commun, de trouver des revendications communes, ce qui n'était pas déjà évident. Et donc à ce titre-là, j'ai pu découvrir des personnes comme Samuel, qui était un petit jeune du côté de La Rochefoucauld. J'ai pu découvrir Séverine, du côté de la Couronne. J'ai pu découvrir Mathieu Olivier, qui est pareil, alors qui n'était pas présent en réunion, mais qui était quelqu'un de très dynamique et très volontaire. J'ai pu découvrir aussi qui est-ce qu'il y avait d'autres. Donc il y avait Sandrine, et du coup, par inadvertance, il y avait moi, mais il y avait Bruno et son fils Christophe qui étaient présents lors des premières réunions aussi. Donc voilà, il y a des personnes. Et après j'ai invité Michel qui avait aussi un parcours d'anciens gendarmes, etc., qui pouvait nous donner pas mal d'éclaircissements. Enfin, voilà, j'ai réussi à réunir toutes ces personnes-là, à essayer de se mettre d'accord. Le seul bémol lors de cette première réunion, c'est que, et c'est là que les problèmes ont un petit peu commencé, enfin on s'en est pas douté au départ, mais le résultat à la fin il est magistral, c'est que Charente Libre s'était invité lors de cette réunion, sans se présenter d'ailleurs dans un premier temps. Et c'est vrai que comme on ne se connaissait pas de base, quand il est arrivé, nous on pensait qu'il faisait partie des invités de base. Et c'est à la fin, il nous dit voilà, je peux prendre une photo, c'est pour le journal Charente Libre, etc. Et alors qu'il avait assisté à toute la réunion, etc. Donc on a été pris un petit peu par surprise, voilà. Donc ça a un peu commencé comme ça notre rencontre avec Charente Libre, mais principalement il y avait quand même des belles personnes qui avaient envie de rassembler. Il y a aussi une autre personne, j'y pense maintenant, je pense à Sonia, qui avait aussi une page qui existait bien avant le mouvement, bien avant le début du mouvement, qui s'appelle la page S'enfonce, relevons-nous, un truc comme ça, la France s'enfonce, relevons-nous, et donc du coup qui avait aussi organisé un événement pour le 17, qui n'avait pas pu venir. Donc mon travail a été aussi d'aller la rencontrer chez elle à 23 h le soir. J'ai passé 2 heures chez elle à discuter qu'est-ce qu'elle imaginait derrière ce mouvement, derrière cette date-là, etc. Pour essayer de faire porter sa voix aussi le jour de la réunion. Elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas être là. Voilà. Donc vraiment au départ, mon objectif était vraiment de rassembler les luttes pour essayer de combattre dans le même sens et ensemble. Très rapidement après cette date, on vous a vu sur le terrain afin de continuer à rassembler et à organiser. Est-ce que c'est vous tout seul ou vous aviez envie de prendre une place importante dans le mouvement? Alors, c'est vrai que à partir du 17 novembre, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées en Charente. Que ce soit en termes de blocage sur la Nationale 10, que de blocage de stations-service ou de zones commerciales, etc. On avait beaucoup insisté, moi j'avais personnellement beaucoup insisté lors du premier rassemblement en disant que même on avait mis un numéro de téléphone. On était les seuls en France à avoir mis une hotline avec un numéro de téléphone. Donc j'ai fourni un téléphone, on a fourni une puce et les gens appelaient sur ce numéro-là en disant qu'est-ce que je peux faire. Et là on leur disait voilà, c'est vous qui êtes en colère, c'est à vous de vous prendre en main. Nous on ne peut pas vous dire, on peut éventuellement relayer des messages, donner des informations, mais c'est pas à nous de vous dire quoi faire. Donc à aucun moment on a voulu avoir le rôle d'organisateur, de leader. On était plus là, comme on se disait, et comme ça a été noté notamment dans les articles comme Charente Libre ou Sud-Ouest ou bien d'autres,
on était là vraiment en tant que motivateur. On se donnait cette place-là, c'est-à-dire c'est de motiver un maximum, de rassembler un maximum de personnes autour d'une même cause, mais certainement pas de dire qui doit faire quoi. Après, il y a eu effectivement pas mal d'actions menées entre le blocage de la nationale 10, qui a été, je dois bien le dire, qui n'a pas été une idée de aucun des motivateurs de Charente. L'idée du blocage de la nationale 10, ce sont les forces de l'ordre eux-mêmes qui nous ont dit « Est-ce que ça vous dit d'aller sur la nationale 10 ?» Et le 17, on m'a dit, bah voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne les consignes, qui dise quoi faire, etc. Johan, toi tu as l'habitude, vas-y fais-le. Et c'est vrai qu'à partir de là, je suis monté sur la remorque pour donner ces consignes. D'ailleurs, si on regarde les vidéos, je me retourne régulièrement vers les autres motivateurs pour prendre des conseils, pour prendre les consignes, parce que je ne suis pas à l'initiative de tout ce qui a pu être dit. Et je le dis d'ailleurs, pendant ce rassemblement, je le dis, je ne sais pas où ira le mouvement et on fera certainement des erreurs. On fera tous des erreurs. On en a fait beaucoup, j'en ai fait aussi pas mal, mais voilà, il n'y a pas de leader, il n'y avait vraiment pas de volonté personnelle en tout cas d'être leader. Quand les médias comme France 2 arrivent sur un point de blocage sur la nationale 10, France 2 arrive en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer un petit peu ce qu'on fait, etc. Moi je suis là sans être là, je suis présent sans être présent. Et ils envoient tout le monde vers moi. Pourquoi vers moi? Peut-être parce que j'avais à ce moment-là, voilà, j'avais à ce moment-là ce rôle-là qu'ils m'ont attribué et en aucun cas que j'ai voulu prendre. Voilà. En parlant de la nationale 10, tout à l'heure vous disiez que c'était les forces de l'ordre qui vous y avaient poussé à y aller. Le lundi 19 novembre 2018, alors que la nationale 10 était bloquée par les Gilets jaunes, Christophe Castaner a accusé le mouvement suite à un décès qui a eu lieu dans une ambulance. D'après le Premier ministre, l'ambulance aurait mis 50 minutes pour 30 km. Ce qui aurait provoqué le décès. Vous sentez-vous responsable? À Angoulême, un véhicule du SAMU a été empêché d'intervenir sur une dame âgée qui faisait l'objet d'un incident médical. 50 minutes pour faire 30 km. La personne est morte cet après-midi. Du côté des Gilets jaunes, l'utilisation de cette information, dont les détails sont encore inconnus, sert à décrédibiliser le mouvement. Des Gilets jaunes qui affirment avoir tout mis en œuvre pour faire libérer les bandes d'arrêt d'urgence. Personnellement, j'étais avec 2 équipes moto et auto. On a libéré 10 km de camions sans filtrage, sans rien du tout. 10 km pour inciter les camions à reprendre une voie normale. Voilà, on a vraiment fait notre maximum, nous, pour trouver. Après, c'est peut-être un peu trop facile de prendre ce prétexte-là pour désolidariser les citoyens en colère. Cet après-midi, les Gilets jaunes libéraient au compte-gouttes des poids lourds avec pour objectif notamment de décongestionner une partie de la nationale 10. Alors, c'est vrai que ça a été le moment où on a le plus parlé d'Angoulême, c'est-à-dire qu'il y a eu un décès. On va rappeler un petit peu ce qui s'est passé, enfin en tout cas de notre côté à nous. J'ai eu l'occasion un petit peu d'en débattre face caméra avec France 2 et France 3, mais aussi sur le plateau de Cyril Hanouna. On en reparlera tout à l'heure. On a été accusé d'avoir, en gros, je veux le dire comme ça, d'avoir bloqué les usagers et d'avoir même bloqué les services d'urgence. Et à cette occasion-là, une ambulance qui devait intervenir sur un arrêt cardio-respiratoire, si je ne me trompe pas, sur une personne âgée, n'a pas pu intervenir. Enfin, le délai d'intervention a été multiplié par X. Il a mis plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure de plus que la normale. Nous, au moment où on reçoit cette alerte-là, c'est-à-dire au moment où on nous prévient qu'il y a une ambulance qui cherche à intervenir et qui est bloquée dans les points de blocage. J'étais sur la nationale 10, j'étais avec une vingtaine de motards, donc ils avaient leur moto, leur casque. De suite, on a lancé l'alerte en demandant aux motards d'aller retrouver cette ambulance-là. Elle doit être on n'a jamais eu, on était en contact avec les, enfin pas moi personnellement, mais ceux qui étaient avec nous étaient en contact avec les services d'urgence. Qui d'ailleurs, je rappellerai un truc sur les services d'urgence juste après, mais on était en contact avec eux et qui nous disaient voilà, l'ambulance doit être quelque part par là. Donc on essayait de donner. On n'a jamais trouvé cette ambulance. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport aux services d'urgence, il faut savoir que si nous ne prenons pas d'initiative de contacter les services d'urgence, par exemple en pleine nuit, quand il y avait des citoyens qui étaient bloqués sur la nationale 10 dans le froid, bon, certes, c'est nous qui bloquons la nationale 10.
mais on a porté assistance de nombreuses fois. Moi, je me rappelle très bien avoir vu un camion de pompiers vouloir intervenir sur la Nationale 10 et d'être intervenu auprès des pompiers pour savoir quel était le problème. Et là, il nous dit, il y a un chauffeur poids lourd qui fait un malaise. Eh bien, je me rappelle très bien ce jour-là, avoir fait toute la longueur de la Nationale 10 pour retrouver ce chauffeur en poids lourd. Donc à tout moment, on était là aussi pour apporter assistance. Le numéro de téléphone, la hotline qu'on avait mis en place, était là aussi pour ça. J'ai reçu des appels sur mon téléphone personnel en me disant, oui, voilà, je suis bloqué sur la Nationale 10, j'ai eu votre numéro via Twitter. Enfin voilà. Donc je veux dire, on a fait le maximum pour apporter le soutien. Et par rapport à cette personne qui est malheureusement décédée, alors déjà il y a eu un engouement, une précipitation de la part du gouvernement, et ça je l'ai dénoncé. Il y a une précipitation sur l'accusation des Gilets jaunes, et bizarrement, quelques jours après autopsie, effectivement on est revenu sur les causes du décès, et ils se sont aperçus qu'effectivement, malheureusement, même une intervention rapide service de santé, cela n'aurait absolument rien changé à la situation. Alors c'est toujours triste pour une personne qui décède, mais est-ce qu'on s'en sent responsable? Absolument pas. Ni avant, ni après autopsie. Dès le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu un décès. Une dame de 63 ans demeurant en Savoie est passée sur les roues d'une voiture. La conductrice se disait paniquée et a foncé dans la foule à ce moment-là. Qu'est-ce que vous êtes dit? Alors moi j'apprends avec mes collègues cette nouvelle comme un coup de marteau, sincèrement, où on se dit, oh là, ça peut être effectivement aussi dangereux que ça. Il y a des personnes qui peuvent se battre pour vivre mieux et perdre leur vie. J'ai dans la tête l'image de cette fille qui, malgré le décès de sa mère, continue la lutte. Et en fait, ce qui nous a permis, enfin moi personnellement, ce qui m'a permis de continuer le combat malgré ce décès-là, c'était de voir cette fille-là dire, voilà, ma mère est décédée et morte pour une cause, je continue la lutte. Après, est-ce que ça a changé notre manière d'intervenir sur le terrain? Sans aucun doute. Sans aucun doute, parce que déjà au départ, on prévenait les personnes. Attention, il y a dangerosité. Attention, les motards sont là pour assurer notre sécurité sur le cortège. Attention, voilà, le gilet jaune, c'est bien, c'est un symbole qui rassemble, mais c'est aussi là pour votre sécurité. Attention à ne pas se sentir trop en sécurité aussi. On a demandé l'intervention de la DIR pour protéger certains lieux. On avait la protection de la police. Moi, j'ai nombreuses mémoires, j'ai nombreuses images qui me reviennent où la police intervenait lorsque des personnes tentaient de forcer les barrages. Et à l'inverse, on avait aussi des gilets jaunes qui n'hésitaient pas à se mettre en danger face contre voiture, quitte à provoquer l'accident. Et dans ces cas-là, moi personnellement, et comme certains autres gilets jaunes, qui étaient là surtout pour rappeler les personnes au calme, et ben, on intervenait aussi avec cette personne-là, pour lui dire, laisse-la partir, tant pis, c'est pas grave, tu vas pas prendre une bagnole, tu vas pas te casser la jambe juste pour un mouvement, c'est quand même triste. Est-ce que ça suffit? Je pense pas, parce qu'on a eu de nombreux débordements sur les quelques points de blocage, notamment essentiellement sur le rond-point de Girac, où on a eu quelques vitres brisées, rétro-brisées, des jambes, des personnes qui ont été malheureusement renversées. Alors, rien de très grave sur la Charente, et heureusement, mais dans d'autres secteurs, d'un point de vue national, effectivement, on a eu par la suite plusieurs décès, et là, ça touche. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le 17 novembre, on fait un grand rassemblement, c'est super. Fin de journée, moi j'avais pris la décision de rentrer chez moi, j'avais fini ma journée, j'étais debout depuis tôt le matin, je rentrais chez moi. Et on me rappelle en pleine nuit en me disant, écoute, on est toujours sur la Nationale 10, ça se passe comme ça, mais on a besoin de toi, est-ce que tu peux venir, etc. J'essaie de renfiler mes chaussures, mon gilet jaune et d'y retourner. Et quand j'y retourne, je sais que j'y retourne en pleine nuit, je sais que j'y retourne avec du risque, je sais que j'y retourne avec la possibilité de me faire percuter par un camion. C'est à moi de me mettre le plus en sécurité possible. Et justement, il y a même eu des décisions qui ont été prises par les forces de l'ordre et par la préfecture, qui a été, à un moment donné, la nuit, l'ordre était donné de bloquer la circulation. C'est-à-dire que ce n'était même plus les gilets jaunes qui bloquaient la circulation, c'était ordre de service de police et de la préfecture
qui nous avait été donné à nous, Gilets jaunes, de ne plus faire partir aucun camion par risque d'être percuté. Donc voilà, ce qui est un peu contradictoire des fois quand on entend certains comptes rendus journalistiques où les Gilets jaunes ont tout bloqué toute la nuit pendant plusieurs jours. Attention, nous on a bloqué à certains moments, on a peut-être provoqué cette situation-là, certes, mais certaines décisions étaient prises par d'autres personnes. Que pensez-vous de tous ces Gilets jaunes qui sont morts pour une cause, pour cette cause? J'ai envie, je veux vraiment garder cette image-là de cette femme qui, sa mère décède et a continué la lutte. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup marqué, qui m'a motivé pour continuer malgré les nombreux décès. Après, on parle des personnes qui sont décédées à la suite de ce mouvement-là, mais je pense aussi aux personnes qui ont été mutilées, parce que leur vie s'arrête aussi pour nombreuses d'entre eux. Je pense aussi aux personnes qui ont été judiciarisées, leur vie aussi s'arrête. C'est quelque part c'est une mort, c'est quelque part comme une mort. Donc le nombre de victimes est bien plus élevé que ce que les chiffres montrent. En Charente, vous menez plusieurs actions. National 10, blocage de la base d'Intermarché et bien d'autres. Quel était le but? Alors, je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là, étant donné que je ne suis pas moi-même à l'initiative de toutes ces actions-là. Ce que je peux vous dire, ce qui a été mené sur la Charente, effectivement, on a principalement les premiers jours le blocage de la National 10 sur 2 endroits, sur Champniers et sur Girac. Ensuite, on a eu le blocage de la base de Roulet. On a eu le blocage à hauteur du rond-point de Girac, puis est intervenue aussi la base d'Année, est intervenue aussi la SCACHAP, est intervenue aussi du côté de Barbezieux. Alors, le secteur Barbezieux, j'étais pas trop au courant de ce qui se passait parce que moi j'étais vraiment concentré sur le secteur Grand Angoulême, donc en gros de Année jusqu'à Roulet. Après, je ne maîtrisais plus. Je sais qu'il y a des choses qui se passaient sur Confolens, je sais qu'il y a des choses qui se passaient sur La Rochefoucauld, etc. Même j'ai pu y aller de temps en temps, mais vraiment, en visite. L'objectif, par exemple, de la base de Roulet, les personnes qui ont décidé de bloquer la base de Roulet, c'était, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, d'arrêter d'être des ignorés, de se montrer, arrêter le système. À un bout d'un moment, on n'en peut plus. À un bout d'un moment, il faut se montrer. Si c'est le seul moyen qu'on a, eh ben on y va, et ils le font. Est-ce que c'était judicieux? Est-ce qu'il y a eu des blocages judicieux? Je veux dire, par exemple, moi j'ai vu un blocage ici sur ce parking de Géant Casino, toute la journée du 17, où à un bout d'un moment j'ai croisé une dame qui était enceinte jusqu'aux genoux et qui devait simplement aller chercher des couches pour ses enfants. Est-ce que c'était judicieux de lui bloquer l'accès? Je pense pas. Même si c'était pour son avenir et l'avenir de son enfant qui était dans... Est-ce que... voilà. Il y a eu certainement quelques mauvaises décisions à certains moments, mauvaises stratégies certainement à d'autres, mais en tout cas, le but commun, c'était qu'on s'occupe enfin de nos revendications, qu'on s'occupe enfin de nous, avant de s'occuper de ce qui se passe, limite avant de s'occuper de ce qui se passe dans les autres pays. Merde, on crève de faim en France. Oui, il y a de la famine dans les autres pays, etc. Mais en France déjà, on crève la faim. Occupez-vous de nous. Vous, les Gilets jaunes, avez mené plusieurs actions de blocage de la STGA d'Angoulême. Soit les bus gratuits, soit aucun bus ne circule. C'était bien ça? Alors, au tout départ du mouvement, donc un petit peu avant le 17, il y a un petit groupe qui se monte en disant voilà, effectivement, il faut mener une action auprès de la STGA. Moi, je décide volontairement de ne pas participer à cette organisation, si ce n'est en apportant un petit peu d'éclaircissement sur ce que je connais du transport. Les revendications qui sont menées sur le terrain, effectivement, c'était on demande le transport gratuit, on demande à ce qu'il y ait un transport de plus en plus propre, voire pourquoi pas électrique, sans quoi, si on n'a pas d'engagement clair de la part de la STGA,
effectivement, on ne laisse sortir aucun bus. Et effectivement, on demandait aussi la gratuité des transports durant le mouvement, ce qui aurait pu permettre notamment le désengorgement de ce trafic qui était plus que perturbé par rapport au blocage, et ce qui aurait permis aussi aux personnes de récupérer un petit peu du pouvoir d'achat. À chaque fois qu'on menait une action, on essayait d'expliquer aux personnes, voilà, il faut vous imaginer une ligne. D'un côté, à gauche de la ligne, vous avez l'État. De l'autre côté, vous avez le citoyen. Et la ligne représente le pouvoir d'achat. Quand vous allez mener une action, il faut faire en sorte que le curseur soit le plus possible sur cette ligne, sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire regagner du pouvoir d'achat. Et éventuellement, côté gouvernement, côté État, pour faire chier l'État. Mais en aucun cas du côté des citoyens. Quand on bloquait la STGA, on menait une action qui pouvait redonner du pouvoir. En tout cas, en premier lieu, on pensait que cette action-là redonnerait du pouvoir d'achat aux utilisateurs de la STGA. Comme j'ai dit tout à l'heure, on était des ignorants, on ignorait beaucoup de choses. Les personnes qui étaient présentes sur place ont eu des réunions, notamment avec le directeur de la STGA, etc. Qui d'ailleurs, après, j'ai entendu parler comme quoi qu'il avait pu avoir une réunion avec moi, alors que j'ai jamais eu de réunion avec cette personne-là, parce qu'il dit à un moment donné, oui, mais je m'en suis expliqué avec monsieur l'hôtelier, etc. Non, moi j'ai jamais vu cette personne-là, donc il y a eu une petite confusion, mais en tout cas les personnes qui étaient présentes sur place, voilà, ils avaient envie de redonner du pouvoir d'achat aux citoyens et de demander cette gratuité, en tout cas cette évolution vers une gratuité des transports et un transport beaucoup plus écologique. Quand on voit que nous, on nous taxe sur des frais de carburant, etc., enfin, le carburant nous coûte très cher. Alors on n'est pas dans une race campagne, dans les petites campagnes c'est encore pire pour eux. Nous on a la chance d'avoir des transports publics. Mais ces transports publics, s'ils pouvaient être gratuits, au moins ça nous permettrait vraiment de gagner en pouvoir d'achat. Malheureusement on est revenu un petit peu dessus quelques jours après, même quelques semaines après, en se disant que finalement le curseur on l'avait mal positionné. On pensait l'avoir positionné sur cette fameuse ligne directive et sur la ligne juste éventuellement vers l'État, alors qu'en fin de compte on s'est aperçu que certes elle pouvait redonner du pouvoir d'achat quand la gratuité des transports était appliquée, mais le reste du temps, le simple blocage pour faire du blocage, on laissait des personnes qui devaient aller au travail à 6 h du matin, on les laissait sans transport. Donc en ça, on s'est aperçu de cette erreur-là où on a pris en otage des citoyens qui galèrent comme nous, et en ça c'était une erreur. Et je l'ai d'ailleurs reconnu sur un plateau télé où voilà, je ne l'ai pas reconnu personnellement. C'est un constat collectif où les personnes ont reconnu effectivement que c'était peut-être pas la bonne solution que de bloquer les transports en commun, sachant la possibilité de laisser des citoyens sur le bord de la route et parfois même des jeunes enfants qui devaient aller à l'école et qui se retrouvent sans transport. Et du coup les parents sont partis au travail, enfin le gamin il ne sait pas quoi faire, il est à porte, il est resté toute la journée dehors, et donc pour ça ça a été problématique. Donc c'est peut-être, ça fait partie des regrets qu'on a sur les différentes manifestations, enfin sur les différents points de blocage qu'on a pu avoir. Concrètement, au niveau médiatique, parce que là je vais essayer de parler de tout ce qui s'est passé au niveau médiatique. Ma première intervention médiatique, elle s'est faite ici sur le parking de Géant, où je prends la parole. Et là, en prenant la parole, je suis filmé par Charente Libre, je suis filmé par Sud-Ouest, et je suis même invité à prendre avec moi dans la voiture un journaliste, Le Parisien. Donc ça commence comme ça. Il me pose des questions, mais je lui réponds assez largement, je l'invite à voir les autres, etc. Et ensuite, ça continue, alors ça avait commencé quelques heures avant avec le blocage de la STGA, où je passais sur place le matin même, et là les journalistes étaient présents pour la première action, donc effectivement je suis interviewé aussi à cette occasion-là, j'avais oublié ce passage-là. Mais les premières grosses interviews et grosses interventions médiatiques
se font au moment du blocage de la Nationale 10, où c'est une équipe de France 2 qui intervient, qui me filme, parce que ils demandent qui est-ce qui pourrait voilà, expliquer un petit peu ce qui se passe sur place. Et de là, tout le monde les envoie vers moi. J'accepte le pseudo-rôle, d'ailleurs c'est même un rôle total parce que c'est à base de bon on va vous filmer en train de monter, puis après vous allez ressortir, on va vous reprendre de l'intérieur pour que voilà, enfin bref. C'est un peu tourné, j'en ai même rigolé un peu, mais bon. Et en fait, au visionnage de cet article, enfin de ce reportage, certaines rédactions, notamment les rédactions de C8, ont été intéressées par mon personnage. Et donc ils m'ont contacté pour intervenir sur le plateau, notamment de C8 avec Cyril Hanouna. France 3 s'est aussi intéressé pour me faire intervenir sur le plateau de Dimanche en politique. Pourquoi? Parce que j'exprime à nombreuses reprises que j'aimerais enfin pouvoir, parce que moi je parle avec les mots que je connais, je ne suis pas politicien, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait de grandes écoles, etc. Je parle avec mes mots. Mais j'aimerais pouvoir débattre avec quelqu'un, voilà, avec un homme politique en face de moi. On m'invite sur le plateau de C8 en me disant « Vous allez avoir un membre du gouvernement devant vous ». J'y vais avec grand plaisir. Enfin. Arrivé là, vous connaissez la supercherie, il n'y avait personne. On m'invite ensuite sur le plateau de France 3, Dimanche en politique, en me disant « Vous allez avoir quelqu'un du gouvernement ». J'y vais, il n'y a personne. On me réinvite une seconde fois sur Dimanche en politique, 2 semaines après, où on me dit « Oui, mais là, ce coup-ci, c'est sûr, il y aura la secrétaire d'État aux armées, etc. » En plus, ça tombait bien, on avait une réunion où on avait parlé notamment avec M. David Christophe, on avait parlé d'un appel aux armées, etc. Enfin bref, c'est toute une lettre qu'il faudrait retrouver et lire. Et j'avais dit, ça tombe bien, je dois voir la secrétaire d'État, je lui donnerai cette lettre. Voilà. On arrive sur place, elle n'est pas là non plus. Voilà. Donc, grosso modo, j'ai été baladé de média en média, enfin sur 3 médias principalement, c'est-à-dire C8 et 2 fois sur France 3, pour rencontrer des personnalités politiques. Je les ai jamais rencontrés. Et à partir de là, je les ai tous envoyés chier. Concrètement, je vais parler franc jeu. Les médias, j'ai fini par les envoyer chier à ce moment-là, où concrètement, on utilisait mon personnage, on utilisait peut-être mon leadership. Je ne suis pas un leader, mais j'avais peut-être un leadership naturel. On l'utilisait à ces fins-là. Et j'étais content. D'ailleurs, sur C8, avec Cyril Hanouna, avez-vous pu revendiquer clairement vos revendications, ou alors est-ce qu'il y a eu des tris, on vous a dit de dire ça, on vous a dit de pas dire ça? Alors, comme j'ai dit, déjà la première chose, c'est qu'on nous dit, voilà, vous allez pouvoir être confronté à un homme, à des personnalités politiques. De là, on nous donne une liste. Et j'ai la possibilité de préparer ce passage-là avec Jason Herbert, qui quelques jours avant a fait son apparition sur le terrain. C'est-à-dire, pour la petite histoire, Jason Herbert est arrivé sur le blocage de la Nationale 10 en venant vers moi en me disant voilà, on a vu ton reportage, on a vu ton passage sur France 2. Je fais partie d'un petit réseau avec Éric Drouet, Priscilla, etc. Donc les fameux tête leaders des Gilets jaunes. Et on est très intéressé par ce qui se passe, on admire ce qui se passe sur Angoulême. Et donc je suis venu, étant de Charente, je suis venu à ta rencontre pour voir avec toi si je peux t'aider, si on peut faire des choses ensemble, etc., etc. Et donc effectivement, lors de cette invitation sur le plateau de C8, on me dit, voilà, personnalité politique, comme j'ai dit, moi je n'ai pas le langage, je ne connais pas tout le monde, etc. Et donc avec Jason Herbert, pendant tout le trajet TGV, d'ailleurs qui m'est payé par la rédaction C8, on prépare ça au téléphone, voilà, différents invités, etc. Et en arrivant sur place, là, j'apprends qu'en fin de compte, ça ne sera pas des gilets jaunes contre quelqu'un du gouvernement, mais plutôt des gilets jaunes contre des anti-gilets jaunes. Donc toute la préparation avant, elle tombe à l'eau, déjà d'une. Et de deux, est-ce qu'on nous laisse la liberté de parole, etc. Je pense qu'en regardant les images, on voit clairement qu'on n'a pas forcément cette liberté-là de parole, ni nous en tant que gilets jaunes, ni les anti-gilets jaunes d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants, il y avait beaucoup de choses à dire, on sent une certaine tension, même dans les loges, on voit cette tension. C'est-à-dire qu'on nous dit non, 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 il ne faut pas sortir, si vous devez aller fumer une cigarette, il faut être accompagné, etc. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses autour de ça. Moi, j'attends encore mon café, par exemple, parce que voilà, on ne pouvait pas aller à la machine à café, etc., etc.
Et donc sur le plateau de C8, si vous voulez, au départ on me dit voilà, vous êtes bien quelqu'un qui luttait contre les blocages. Je dis attendez, moi je ne lutte pas contre les blocages, je lutte contre la violence des blocages. Des blocages intelligents, tant mieux. Il faut se faire voir, il faut se faire entendre, il faut se sortir, se mettre en plein jour. Mais des blocages cons, violents, comme on peut voir sur certains... Non, ça je suis contre et je me bats contre ça. Donc à ce moment-là, la rédaction de C8 décide de me placer côté anti-gilet jaune. C'est-à-dire que j'ai les gilets jaunes en face de moi. Moi je porte mon gilet jaune aussi, mais je suis côté anti-gilet jaune. Allons savoir pourquoi, est-ce que c'était une mise en scène, j'en sais rien. Enfin bref, je suis de ce côté-là. Et on me dit, vous allez intervenir sur la deuxième partie de l'émission, il y a 3 parties, vous allez intervenir sur la deuxième partie de l'émission. Première partie, je reste dans le public, voilà, il se passe ce qui se passe. Deuxième partie, j'interviens. Effectivement, on me parle du blocage national 10, de cette fameuse personne qui est décédée. On me parle de toutes ces choses-là, donc je dis quelques mots très courts, parce que j'ai pas énormément de paroles, malheureusement. Et puis j'étais pas préparé aussi, faut le dire aussi comme ça. Et puis j'avais remarqué lors de mon premier passage, enfin lors de la première partie, j'avais remarqué le prompteur avec le chronomètre, avec tout ça. Et j'avais cette petite phrase de Jason Herbert qui me disait, voilà, si tu veux ressortir quelque chose, il faut absolument que tu fasses un coup, que tu fasses une phrase, que tu fasses quelque chose qui va pouvoir être repris, etc. Et donc effectivement, j'ai deux idées qui me passent par la tête à ce moment-là, c'est de dire premièrement le scandale, donc dénoncer le scandale qu'on devait avoir une personne du gouvernement de présent et qui n'allait pas là, parce que ça c'était quelque chose vraiment qui m'avait touché. Première partie, personne n'en parle, donc deuxième partie, boum, je lance dedans. Alors excuse-moi, mais moi on devait voir quelqu'un du gouvernement, excuse-moi Cyril, mais je sais que tu as le numéro de Macron, tu vas l'appeler maintenant, enfin voilà. Donc je rentre dedans, et le deuxième coup de pseudo-génie que j'ai dans la tête, c'est de le faire pile poil au moment où la pub va être lancée. Alors non, ce n'est pas C8 qui a décidé d'envoyer la pub à ce moment-là, c'est moi qui ai décidé de parler à ce moment-là pour que la pub intervienne juste après, de manière à pouvoir rester sur la troisième partie. Sinon je serais retourné dans le public et j'aurais jamais eu ma réponse. Donc voilà. Est-ce que, pour en revenir à la question, est-ce qu'on prépare les choses, est-ce qu'on nous impose des choses, etc. Ben, on ne nous impose rien réellement, mais on sent la tension. On sent par exemple, on est fouillé. Mais quand je vous dis fouillé, on n'avait pas droit à un stylo, à un bout de papier ou à un téléphone sur le plateau. Chose que par exemple qui m'aurait permis de pouvoir avoir les notes que j'avais écrites pour pouvoir poser quelques questions et répondre à d'autres. Vos passages médiatiques déplaisent à certains gilets jaunes de Charente. Pourquoi, à votre avis? Je comprends ceux qui ont été, dirais-je, marqués par cette surmédiatisation de ma personne sur différents médias. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de C8, j'ai parlé de France 2, j'ai parlé de France 3, j'ai parlé de Charente Libre, de Sud-Ouest et du Parisien. Ouais. Il y a eu un autre média qui s'est intéressé, entre guillemets à moi, c'est un média suisse qui est venu en Charente, que j'ai accueilli. Mais à aucun moment, les personnes se sont posé la question, mais pourquoi BFM TV s'est jamais intéressé à moi? Pourquoi TF1 s'est jamais intéressé à moi? Pourquoi les autres chaînes et les autres rédactions ne se sont jamais intéressées à moi? C'est pas qu'ils ne se sont pas intéressés à moi, c'est pas qu'ils n'ont pas pris contact avec moi. Ils ont pris contact avec moi, mais je les ai envoyés vers d'autres personnes. J'ai très bien en mémoire, par exemple, un journaliste espagnol qui me contacte et je lui dis, bah écoutez, allez voir à tel endroit, il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça, il répondra à vos questions, moi j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Je veux dire, oui effectivement, il y a des moments où j'ai répondu aux journalistes, au tout début parce que j'étais pris dans le feu de l'action, là, Charente Libre, sur le parking de Géant ou devant la STGA. Ensuite, j'ai été pris par France 2, mais comme je l'ai expliqué, ben voilà, les personnes me les ont envoyés. Et ensuite, on m'a attiré sur le plateau de France 3 et de C8 parce que on allait enfin répondre à une de mes exigences qui était de voir une personnalité politique. Donc de là, j'y réponds, j'y vais, je fonce dedans. Mais le reste, si c'était simplement pour me faire voir en image devant BFM TV sur le rond-point pour parler en direct avec le plateau, je m'en balançais de tout ça. Ça ne me faisait pas avancer mon problème. À part s'il fallait lancer un message de rappel à la non-violence, etc. Je l'aurais fait, mais bon, j'avais eu d'autres occasions pour le faire. Mais voilà, les gens voient que j'ai été souvent sur les plateaux télé, 3 fois en réalité,
que j'ai apparu sur différentes chaînes, 4 en réalité, alors qu'il en existe plein d'autres et ça on ne le voit pas. Après, je comprends peut-être que certaines personnes auraient voulu elles-mêmes passer aussi à la télé, etc. et tout, mais à aucun moment on les a empêchés. Je veux dire, on ne les a pas empêchés de venir aux réunions. Les personnes qui étaient présentes aux réunions ont pu aussi participer à un moment donné, participer sur les échanges plateau télé, etc. Moi j'ai emmené sur C8 par exemple, j'ai emmené Marie. Voilà, Marie, une personne qui est aide-soignante. Voilà, j'ai dit écoute, il cherche quelqu'un qui est dans la santé, viens si tu veux venir. Voilà, donc preuve comme quoi que je ne cherchais absolument pas à avoir toute la lumière sur moi, bien au contraire parce que ça m'a attiré pas mal de problèmes, et aussi bien des problèmes juridiques comme beaucoup le savent, mais aussi des problèmes personnels avec ma famille, mes enfants, etc. C'est pas évident à gérer tout ça. À cette époque, vous mettez toute votre énergie dans le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi être autant investi? Si je le fais pas, qui va le faire? En fait, c'était ça ma question. Si je le fais pas, qui va le faire? Si j'avais une entreprise, je savais que mon entreprise allait avoir suffisamment de clientèle pour la saison 2000. C'est une entreprise très saisonnière. Donc sur la saison 2019, je savais que j'allais être bouclé, voilà, que j'avais rien à craindre. Et donc je pouvais prendre un temps de pause pour mon entreprise. Et donc j'ai pris ce temps de pause novembre pour me consacrer au mouvement des Gilets jaunes. J'ai mis du temps et de l'investissement parce que c'est un cri du fond du cœur, sincèrement. C'est dur de se dire que bah voilà, on ouvre son compte en banque, on garde son compte en banque et on n'a rien dessus. Que les vacances vont arriver et qu'on ne sait même pas où on part en vacances, qu'on ne pourra même pas partir en vacances finalement. Et à côté de ça, j'ai une entreprise avec du matériel d'une valeur X et que je ne suis même pas capable d'acheter un maillot de bain pour mes enfants. Voilà ce qu'on se dit. Donc on se dit c'est maintenant, la France est en train de se réveiller, parce que c'est ça qu'on voyait, la France est en train de se réveiller et moi je voulais prendre une part active à ça. Je voulais vraiment prendre ma part. Je sors souvent cette image-là je sors souvent. Depuis que j'ai été en détention, on m'a raconté cette petite image et je vais vous la partager, du petit colibri. Et je la sors de plus en plus parce que c'est vraiment une image qui m'a vraiment marqué. Le petit colibri, c'est un tout petit oiseau. Et en fait, on est en pleine forêt, il y a un incendie de forêt. Tous les animaux de la jungle quittent la forêt en courant, en essayant de trouver un refuge quelque part. Et l'éléphant croise un colibri qui fait le sens inverse et qui retourne en pleine forêt, avec dans son tout petit bec un tout petit peu d'eau. Et là, l'éléphant lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, sauve-toi. Le colibri dit, je fais ma part. Et bien, en quelque sorte, quand j'ai pris la parole quand j'ai pris mon gilet jaune, quand j'ai pris la parole, quand j'ai mené les actions que j'ai dû, quand j'ai mené les réunions que j'ai été invité à mener, etc., j'ai fait ma part. Et ce que je reproche peut-être aux autres, d'autres me reprochent, voilà, mon passé médiatique, etc. Moi, ce que je peux leur reprocher, c'est qu'à d'autres moments, certains n'ont pas fait leur part. Le gouvernement joue à la sourde oreille. Comment cela est vécu dans les rangs des Gilets jaunes? C'est vécu dès les premiers instants où on voit que, au tout départ, on voit que le gouvernement ne répond pas à cette mobilisation inédite, avec des millions de personnes dans les rues, et on a un gouvernement qui reste muet, sourd et muet. Bon. On voit quelques jours après, on voit une première intervention d'Emmanuel Macron, etc. Où effectivement, moi je me souviens bien, je suis sur le rond-point de Girac, je mets la radio à fond pour écouter, et finalement au bout de 2 minutes on décroche, parce que c'est pas intéressant. Comment on vit ça? Comment on vit ça? Eh bien on vit ça en se disant, là, il y a une seule chose qui nous traverse la tête à ce moment-là, c'est on va passer Noël sur le rond-point. On va passer le jour de l'an sur le rond-point, et on passera tout l'été sur les ronds-points. Voilà. Comment on vit ça? On vit ça aussi en se disant, si on n'y parvient pas, c'est tout ce sacrifice-là, ce sacrifice de temps,
ce sacrifice de personnes, des personnes qui sont décédées, qui ont perdu un bras, qui ont perdu une main, qui ont perdu un œil, etc. C'est ces personnes-là qui vont en payer le prix cher. C'est les personnes qui ont été en détention pour avoir revendiqué un cri du cœur qui vont en payer le prix le plus fort. Donc qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là? Ben voilà, je viens vous le dire, on se sent abandonné, non écouté, pas compris, voilà, manipulé, beaucoup manipulé. Le vendredi 23 décembre 2018, un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron a été décapité à Bourgines. Étiez-vous présent? Non. Vous pensez quoi de ça? Alors, non seulement j'étais pas présent, mais à ce moment-là, j'avais quitté l'organisation, la dite motivateur, l'équipe motivateur des Gilets jaunes, à la suite d'un déconvenu avec Seb Boubou notamment, où voilà, il y a des tensions qui apparaissent, etc. Comme dans beaucoup de mouvements, dans toute société, il peut y avoir des tensions, mais plus particulièrement avec cette personne-là. Il y a eu de nombreux conflits, même publics, donc c'est pour ça que je m'en cache pas, les gens ont pu le voir de leurs propres yeux. Donc je décide d'annoncer sur les réseaux sociaux la fin de mon investissement au sein du mouvement des Gilets jaunes, où je critique d'ailleurs ouvertement ceux qui n'ont de gilets jaunes que la couleur de leur gilet. C'est-à-dire que pour moi, gilet jaune, c'était vraiment quelque chose au fond qu'on était. Et d'autres, c'était simplement un gilet qu'ils avaient sur eux. Et on voyait de plus en plus des personnes qui n'avaient simplement un gilet jaune sur eux, juste parce qu'ils avaient envie de faire de la casse ou d'aller bouffer gratuitement sur le rond-point, etc. Je veux dire par là, ce jour-là, je n'étais pas à l'initiative de cette pièce de théâtre. Est-ce que j'aurais pu y être? Est-ce que j'aurais pu en faire partie? Ça serait trop facile de vous dire oui ou non là. Je veux dire, bien sûr que quand on voit le rebondissement médiatique et politique et surtout judiciaire, bien sûr on se dit heureusement, moi j'aurais jamais fait ça. D'ailleurs, vous pouvez poser la question à n'importe qui, tout le monde vous dira non, moi j'aurais jamais fait ça. Je peux pas vous dire avec certitude si j'aurais pas fait partie du truc. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que je n'aurais jamais mélangé mon nom avec les actions de ces personnes-là. Donc, si on part sur ce principe-là, non, j'aurais jamais été capable de faire cette action. Aujourd'hui, le mode d'action a changé. Fini les blocages et autres, place aux manifestations dans les rues. Pourquoi ce changement de stratégie? En fait, la stratégie des manifestations dans les rues, elle existe depuis des années. On voit tous les syndicats le faire, etc. Et c'est quelque chose qui est connu. Ce qui était inédit, c'était les vrais blocages. Les blocages instantanés, les blocages non prévus. Ils ne pouvaient pas se douter où on sera le lendemain, ou combien de temps on va rester là, etc. C'était quelque chose de totalement inédit. Et ce qui fonctionnait au début, c'était ça. Après, le mouvement s'est transformé petit à petit en un mouvement plus traditionnel, comme certains partis politiques ou certains syndicats. Parce que, concrètement, et moi j'en accuse, oui, je peux le dire ouvertement, j'en accuse certains syndicats et certains partis politiques de s'être incrustés dans les rangs, d'avoir envoyé leurs petits soldats pour hop, on va revenir aux bien vieilles méthodes où rendez-vous devant la gare et on va monter devant l'hôtel de ville. Voilà. Donc cette transformation d'un mouvement de blocage pur et dur, de ras-le-bol, dire non, on ne bougera pas, on s'enchaîne s'il faut, qui n'est pas violent. Je veux dire, on peut faire des blocages purs et durs, non violents. Eh bien, on est transformé dans un truc de on va aller marcher. Moi, j'ai participé personnellement à une marche relativement longue sur Poitiers. On a fait tout le tour de Poitiers, on a marché toute l'après-midi, 5-6 heures de marche à peu près. Je me suis fait chier à mourir. Ça n'a servi strictement à rien, si ce n'est qu'à la fin, on était nassés pour se faire gazer. Voilà. Donc concrètement, la marche, pourquoi on en est venu là? Je vous dis, infiltration pour moi personnellement. Infiltration, voilà, des syndicats, etc. Personnellement, tant que j'étais partie prenante du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire jusqu'à mi-décembre, il n'y avait eu aucune marche.
On avait eu le blocage le premier jour, le 17. Le week-end d'après, on avait eu de nouveau un gros rassemblement en centre-ville, etc. Et troisième week-end, là, on devait avoir un défilé en auto-moto de Auchan-la-Couronne jusqu'à l'espace Cara avec un gros rassemblement à l'espace Cara. Mais à aucun moment on était parti sur un rassemblement, manifestation à pied, etc. Je pense que non, je pense que c'est la méthode syndicaliste qui est rentrée dans les rangs. Et du coup, voilà, aujourd'hui, même cette méthode-là n'existe plus parce que nos gilets jaunes ont même complètement disparu des rangs, enfin, des marches. En Charente, des gilets jaunes détériorent des horodateurs, des stations-service et des radars. Vous en pensez quoi? Là, on y va dur hein, dans le sujet. Alors, en fait, déjà, c'est ce qu'il faut se poser la question. Je vais essayer d'aller dans l'ordre. Les stations-service, c'est l'une des premières grosses dégradations qui a été effectuée en Charente, c'est les stations-service. J'en pense quoi? Aujourd'hui, l'affaire a été judiciarisée. Il y a une partie financière qui est encore en cours, donc je ne vais pas pouvoir m'exprimer largement là-dessus. Si ce n'est que moi, j'ai assumé la part de mes responsabilités sur cette affaire-là, et j'en assume encore aujourd'hui, et j'en assumerai encore après. Nous n'étions pas seuls, nous avons été 5 personnes condamnées sur les 8 présents. J'en appelle en quelque sorte à la solidarité de ces 3 autres personnes. Lorsqu'il s'agira d'avoir une responsabilité financière, ben, j'en appelle à ces 3 personnes-là. Ensuite, donc ça c'est la partie station-service. Ensuite, horodateur. Là je peux en parler plus librement parce que horodateur j'ai été relaxé. Dieu merci, je n'avais jamais participé à aucune destruction, ni de près ni de loin, aux horodateurs. Effectivement, j'ai été interpellé pour 2 sujets, destruction d'un radar automatique et destruction d'horodateurs. On m'interroge tout d'abord sur les horodateurs. On me dit, voilà, où étiez-vous ce soir-là, etc. Bon. Moi, je leur dis concrètement, moi, je peux vous demander où vous étiez telle date, etc. Vous êtes incapable de le dire. Bon. Et là, c'est encore plus dur parce qu'on est impressionné quelque part. Surtout qu'on retombe sur la même personne qui nous avait incarcérés, enfin qui nous avait interpellés pour les stations-service. Donc encore une plus grosse pression. Et cette personne-là me dit voilà, on a le témoignage d'une personne qui nous dit vous reconnaître sur la vidéo, vous et monsieur Justine, étant sur la vidéo. Il me fait voir cette fameuse vidéo et moi je vois quoi? Je vois un type pouvant porter des lunettes et une voiture grise type Ford, voilà. Et là le policier me dit non, le monsieur là il n'a pas de lunettes et puis ça c'est pas on peut pas dire c'est quoi comme voiture, ni la couleur ni le modèle. D'accord. Mais pourtant ce même personnage est capable de dire qui est sur la vidéo, donc de reconnaître un visage sans reconnaître une voiture. C'est un peu bizarre. Cette vidéo a été diffusée lors du jugement et effectivement tout le monde a pu bien s'apercevoir que cette vidéo était relativement trouble. Quand on voit, et on a vu dernièrement, j'ai vu une publication de la mairie d'Angoulême avec l'argent qui était dépensé dans la vidéosurveillance et quand on voit la qualité de ces images, eh bien, on a le droit de se douter où sont passés nos travailleurs. Donc une petite polémique en parallèle. Oui, ok, la vidéosurveillance c'est bien, mais il faudrait peut-être aussi qu'elle fonctionne. Moi je n'étais pas présent sur cette vidéo, même si j'aurais été présent sur cette vidéo, on ne voit en aucun cas les personnes qui sont présentes sur cette vidéo réaliser des actes de sabotage sur des horodateurs. Est-ce que l'idée d'aller détruire des horodateurs est une bonne ou une mauvaise idée? Rappelez-vous le curseur, est-ce qu'on redonne du pouvoir d'achat? Est-ce qu'on fait chier le citoyen ou est-ce qu'on fait chier l'État? Attention, oui, et peut-être on fait chier l'État parce qu'ils vont devoir, etc. Mais à la fin, c'est qui paye les horodateurs? Ça reste quand même le citoyen. Attention, le citoyen qui veut se garer, si le horodateur qui est en face de lui ne fonctionne pas, il va falloir qu'il court à droite à gauche en chercher un autre. Donc attention qui on vise à ce moment-là. Est-ce que de la destruction totale est une bonne idée? Je ne pense pas. Est-ce que de la mise hors tension, par exemple par des sacs poubelles, du scotch, etc., était une bonne chose? Peut-être, sans doute. Aujourd'hui, l'affaire a été jugée. Il reste
une personne qui a décidé de faire appel de cette décision. Moi, je peux que lui souhaiter voilà, de réussir dans son appel, quelle que soit cette personne, quel que soit le passé qu'on peut avoir avec cette personne. On ne mérite pas d'être traîné devant un tribunal pour des affaires de gilets jaunes. On ne le mérite pas parce que, encore une fois, ce sont des cris qui viennent du cœur, c'est on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et cette pression judiciaire, cette pression médiatique, cette pression policière, il y en a ras-le-bol. Donc qui que tu sois, même si on a eu des différends, non, cette personne-là ne mérite pas d'être traînée au tribunal. Donc si elle peut, en faisant appel, se sortir de cette situation, tant mieux pour elle. Peu importe ce que je pense, moi, personnellement, de cette personne-là. Ça, c'est pour les horodateurs. Après, il reste la partie radar. Je vais pas pouvoir non plus m'exprimer longuement sur les radars parce qu'il reste encore un appel en intention civile. Mais déjà, simplement vous rappeler une chose. Les radars ont commencé à être détruits, non pas à l'arrivée des mouvements des Gilets jaunes. Arrêtons. Moi, j'ai déjà vu des radars détruits avant que les Gilets jaunes existent. Bon, bien sûr que les Gilets jaunes, voilà, depuis que le mouvement existe, il y a une surdestruction de radars automatiques. D'accord. Maintenant, est-ce que les personnes qui ont détruit les radars étaient des gilets jaunes ou est-ce qu'ils l'ont fait toujours dans leur même cursus? Parce qu'on voit des motards en colère, on voit des motards en colère, je ne sais même pas si je peux dire ça, parce que après ça peut être affilié à une association ou quoi, et c'est pas du tout le cas, mais on peut voir des motards détruire, moi je vois des vidéos YouTube avec des motards, je vois même des policiers détruire des radars, enfin bon voilà. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis le premier radar. Moi, le premier radar automatique, j'étais présent. Lorsqu'ils ont posé le premier radar automatique, j'étais présent, c'était à Porte-Maillot avec Nicolas Sarkozy. Et je me rappelle très bien, et j'étais jeune, hein, je me rappelle très bien M. Sarkozy dire « Oui, l'argent qui sera récolté sera reversé aux associations, protection routière, etc. » Aujourd'hui, où va l'argent ? Où va l'argent? Et les personnes qui détruisent ces radars, souvent, ce qu'ils ont derrière la tête, c'est cet argent-là, elle nous est volée, elle devrait être utilisée pour telle et telle chose, elle ne l'est pas. Donc c'est l'État qui se remplit les poches, c'est une vraie tirelire, et donc voilà, on n'en veut pas. Est-ce que ça mérite une destruction totale, par incendie, par peinture, etc. On en revient comme l'histoire des horodateurs, qui est-ce qui paye à la fin? Voilà, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Est-ce que c'est violent? Oui, ça reste violent. Le 7 mars 2019, vous et 3 autres gilets jaunes êtes placés en détention provisoire. Comment vous sentez-vous en arrivant en prison? Déjà, je m'y attends pas du tout. Déjà, je m'y attends pas du tout parce que je suis interpellé pour 2 sujets, donc les horodateurs et radar. Et avec mon avocate, on se dit, tiens, on est peut-être plus mal barré pour les horodateurs que pour le radar. Parce que qu'est-ce qui m'inculpe pour les horodateurs? Une vidéo. Où, soi-disant, on me voit. Bon. Et qu'est-ce qui m'inculpe pour le radar? C'est le témoignage d'une personne. C'est tout. Parce que ça, Charente-Lim n'en parle pas. Ils ne disent pas quelles sont les preuves à charge et à décharge. Ils disent, voilà, il y a quelqu'un qui l'a balancé. Sauf qu'à côté de ça, on a une vidéo d'une personne qui filme le radar en train d'être dégradé. C'est pas moi qui apparaît sur cette vidéo. La personne qui apparaît sur cette vidéo dit que j'y suis pas. Donc j'ai un témoignage à charge et aussi un témoignage à décharge. Mon bornage téléphonique, je borne sur les lieux du radar à minuit 30. Je reste pendant 8 minutes. Je suis au moment de mon interrogatoire et mon premier passage au tribunal, je suis incapable de dire pourquoi je borne. Enfin voilà, impossible de me souvenir. Et à côté de ça, au moment où les pompiers sont appelés, donc au moment où le radar est incendié, à 3h30 du matin, mon téléphone, soi-disant qu'ils sont incapables de savoir où il est. C'est-à-dire qu'ils ont une suite de chiffres et de lettres sans identifier le lieu exact. Or, juste avant, on voit bien que mon téléphone retourne en direction de mon domicile. À minuit 33, la personne qui incendie le radar me téléphone sur mon téléphone personnel. Il tombe sur le répondeur à 2 reprises. Et depuis, pas de nouvelles. Voici ce qu'il y avait à charge et à décharge. Un témoignage d'une dame, qui d'ailleurs, par la même occasion, on se passera bien de dire que cette personne-là a été totalement disculpée, c'est-à-dire qu'elle était présente sur les lieux, elle a filmé le radar en train de brûler, elle dit clairement et à haute voix, regarde Macron comment
fait redonner du pouvoir d'achat aux citoyens et on t'encule en moins de 5 minutes. Elle le dit clairement, mais pourtant cette personne-là, aujourd'hui, elle est libre comme l'air avec aucune poursuite concernant cette affaire-là. Et à côté de ça, elle me met moi dans cette histoire-là, je suis condamné, etc. Donc, mais avant d'être condamné, je suis placé en détention provisoire. La première chose, c'est qu'on n'y croit pas. La première chose, on se dit, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, personnellement, c'était un monde, le monde de la violence, le monde judiciaire, le monde pénal. Je ne connaissais pas tout ça. J'en ai encore un peu la tremblote parce que, effectivement, c'est impressionnant. Je ne pensais pas que le jour où j'ai mis pour la première fois les pieds sur cette remorque ici, sur le parking de Géant, je ne pensais pas en arriver jusque-là. Est-ce qu'on a des idées noires? Oui, clairement, bien sûr. Est-ce qu'on se sent une victime? Oui, bien sûr. On se sent comme victime de la société judiciaire, victime de soi-même aussi, parce que je me suis laissé certainement emporter par l'aspect médiatique et que je serais resté dans l'ombre. Peut-être que j'aurais jamais été mis sur le devant de la scène, et j'aurais jamais été mis dans cette histoire-là, certainement. Donc on regrette tout ça. En tout cas, on est au moment de la mise en détention, on se dit déjà, on se sent pas bien, parce qu'on ne connaît pas. Et après, on exprime une certaine colère envers d'abord la justice. On se dit, mais comment ils peuvent placer des personnes en détention, même provisoire, sans aucune preuve, sans aucune vraie preuve. Sans aucune vraie preuve, quoi. Et bon. Et ensuite, on est aussi en colère après certains gilets jaunes. Après, on est en colère contre ces personnes-là qui, dans le fond de la salle, parce qu'on les entend, rigolent. On est en colère, alors on est en colère après parce qu'on revoit certaines vidéos. Moi j'ai eu des amis qui ont eu la bonne idée de filmer les réactions de certaines personnes à l'extérieur du tribunal lors de mon placement en détention. Et on voit certaines réactions de personnes qui rigolent, tiens c'est bien fait pour sa gueule, etc. Alors que ces personnes-là c'était les premières à faire des conneries sur les ronds-points. Donc on se sent un peu abandonné, un peu trahi. Je parle de trahison. On se sent trahi. Pas trahi parce que j'ai fait quelque chose de mal et du coup quelqu'un m'a dénoncé. Non, trahi dans le sens où on avait pensé faire quelque chose de bien ensemble, pour le bien de tous, et que du coup, trahi parce qu'on est jeté au loup. On est jeté comme ça, à l'abattoir. Voilà. On va sauver ma peau, donc je te jette là-dedans. Donc on est dans un mélange de tout ça. Et après, il y a le côté familial où on pense à sa femme, on pense à ses enfants, on pense à tout ce qui s'arrête, pendant un mois, parce que la date du procès est reportée à un mois après. On se dit, bon c'est bien, ça va nous permettre de préparer la défense, mais j'aurais préféré la préparer à l'extérieur, ma défense. On n'a pas le droit de visite, on n'a pas le droit de courrier. Les premiers courriers que je reçois, ce sont des courriers d'anti-gilets jaunes, ça faut le savoir. Certainement, alors j'ai lu la première et puis après j'ai arrêté de les lire, mais c'était certainement une volonté de la part de la justice ou je sais pas, mais de faire passer exprès les lettres anti-gilets jaunes et puis de laisser les lettres pro-gilets jaunes de côté. On n'a pas le droit au téléphone, on n'a pas le droit... Enfin voilà. C'est vraiment une vie entre deux mondes. On se retrouve avec un délinquant sexuel, on se retrouve avec un drogué, un criminel. Enfin voilà, moi j'ai dormi en dessous d'un type qui a été arrêté pour assassinat en réunion. Assassinat. Il était au-dessus de moi, quoi. Pas que j'avais peur de lui, mais je me dis, qu'est-ce que je fous avec lui? Et c'est quand on sort aussi, on se dit, mais au sein même des mouvements du Gilet jaune, il y avait des personnes avec qui on n'avait rien à faire, parce qu'au sein des Gilets jaunes, on s'aperçoit qu'il y a aussi des personnes qui étaient condamnées pour pédophilie, pour crime, pour assassinat, pour délinquance routière. Moi, j'ai des amis qui sont morts sur la route. Voilà, je ne supporte pas les délinquants routiers.
etc. etc. Donc c'est dur. Après, quand on a vécu ça, moi j'ai mis quasiment un mois à m'en remettre. Et puis après, quand on prend la décision quand on entend la décision du tribunal d'une culpabilité avec 3 mois de prison, etc., on se dit soit on fait appel, parce qu'on se sait innocent, soit on fait pas appel et dans 15 jours on sort. Parce que, en gros, beaucoup m'ont reproché, oui, mais si tu étais innocent, pourquoi t'as pas fait appel? Mais oui, mais si je fais appel, je reste en détention provisoire. Je reste en mandat de dépôt. Si je ne fais pas appel, dans 15 jours, je retrouve ma femme et mes enfants. Voilà. Pendant votre détention, le mouvement continue. Certains diront que c'est bien fait pour vous, que vous soyez en détention. Que leur répondez-vous? Je pense que c'est leur ignorance qui est... Ils ignorent qui je suis réellement. Et je leur souhaite absolument pas de vivre la même chose. Après, j'ai pas vraiment de réponse à leur donner. Si ce n'est qu'il y en a parmi eux, il y en a beaucoup qui ont été manipulés aussi bien par les médias qui dénoncent d'ailleurs, ils dénoncent à tour de bras la pression médiatique, etc., qui racontent n'importe quoi et compagnie. Mais en entendant, ils boivent leurs paroles. Donc ils apprennent sur moi à travers les médias, ce qui est dommage. Les personnes qui me connaissent réellement savent que j'ai à aucun moment j'ai voulu faire du mal à qui que ce soit, à porter atteinte à l'intégrité physique ou à porter atteinte à du matériel, à du bien. Voilà, seules les vraies personnes qui me connaissent peuvent vraiment le savoir. Et voilà, ils pensent ça, malheureusement ils pensent ça, ils se trompent. J'imagine que dans votre cellule, vous étiez informé de la violence des manifestations des Gilets jaunes. Que dites-vous à propos de cela? Moi, ce que j'ai vu en cellule, c'est-à-dire on a la télévision, j'ai dû acheter le journal Charente Libre pour la première fois. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement la violence a commencé à grandir, notamment sur les grandes villes comme Bordeaux et Paris. C'est pas ce qu'on souhaitait. C'est vraiment pas ce qu'on souhaitait. En tout cas, ceux qui étaient à l'initiative du mouvement des Gilets jaunes, pour avoir parlé avec eux, à aucun moment ils ont souhaité cette évolution vers la violence, quelle qu'elle soit, hein. De la violence aussi bien sur du bien en taguant des murs ou en jetant des cocktails Molotov sur les CRS, quelle que soit la violence que ça peut être, personne ne le souhaitait. Par contre, je l'avais dénoncé lors d'un premier passage sur France 3 où j'étais face à un syndicaliste police nationale, où je lui disais de faire attention à ceux qui revenaient de Paris. Parce que quand j'ai vu beaucoup de manifestants revenir de Paris avec des yeux rouges, de gaz lacrymo, de violence de la part des forces de l'ordre qu'ils avaient pu voir, et revenir dans nos petites Charentes là, et se dire, les policiers, on a envie de leur faire la même chose, quoi. Donc ils revenaient avec une violence. Et je les mettais en garde, je le mettais en garde, à faire attention à ça. À arrêter cette hémorragie de violence qui arrivait, quoi. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas une seule manifestation d'ampleur. On ne parle pas des petites manifestations en Charente ou dans les petites villes, on parle vraiment des manifestations d'ampleur qui se passent sans qu'il y ait de violence, sans qu'il y ait des heurts, sans qu'il y ait des pavés qui soient jetés sur les CRS. Merde, effectivement, on peut combattre, enfin on peut condamner les actes violents des forces de l'ordre, bien sûr, les bavures, bien sûr, les flashballs, bien sûr, ok, on peut le condamner. Mais il ne faut pas oublier que derrière son casque et derrière sa combinaison,
ça reste quand même un père de famille qui a choisi ce métier, qui a un beau métier. Moi, je ne suis pas pour mettre tous les policiers dans le même panier. Aussi bien que je ne demande pas à ce qu'eux, ils mettent tous les gilets jaunes dans le même panier. Il y a des policiers qui font très bien leur travail. En Charente, il y en a énormément. Il peut en exister quelques-uns. Voilà, ça existe. Moi, je me rappelle d'un policier qui est venu me secourir sur la nationale. Je me rappelle de policiers qui est venu à l'aide de ma mère. Je me rappelle, voilà. Moi, je me rappelle de toutes ces choses-là. Il ne faut pas l'oublier. Je me rappelle aussi des policiers qui sont intervenus au Bataclan, qui sont intervenus. Ces policiers, on les applaudissait. Pourquoi aujourd'hui, on leur crache dessus? Pourquoi dans les manifestations, et encore dernièrement en Charente, lors du blocage de la Nationale 10, là, pourquoi on dit tout le monde déteste la police? Ce mot-là, qu'est-ce que je le déteste? Tout le monde déteste la police. C'est faux. C'est faux. Déjà, tout le monde ne déteste pas la police. Certaines personnes détestent la police et je dirais même que certaines personnes détestent certains policiers. Là, on serait plus exact. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. On ne peut pas à la fois combattre cette injustice, combattre voilà, cette forme d'injustice et en même temps nous-mêmes la pratiquer sur les forces de l'ordre. C'est pas logique. Et en ce qui concerne les bavures policières, vous en pensez quoi? Avez-vous déjà été présent lors d'une bavure? Alors, moi personnellement, je n'ai vu de mes yeux, mes propres yeux physiquement, aucune exagération de l'usage de la force qu'à un seul moment. À un seul moment, c'était lors du réveillon du jour de l'an, qui était sur le rond-point de Girac, où effectivement, mais après, je peux comprendre que c'était un peu réciproque, c'est-à-dire qu'on avait des gilets jaunes, enfin des pseudo-gilets jaunes, qui se sont emportés face à une voiture. Bon, on a déjà expliqué ce qui s'était passé ce soir-là, et puis l'affaire a déjà été jugée, on ne va pas revenir dessus. Et là, on a une intervention des forces de l'ordre qui est démultipliée par rapport à ce qui s'est passé. Moi, j'ai reçu aucun tir de flashball personnellement, mais oui, ce soir-là, il y a eu des tirs de flashball. Et pourtant, le lendemain, dans la presse locale, Charente Libre et Sud-Ouest, ils affirmaient que les policiers n'avaient pas utilisé de LBD. J'ai tout de suite contacté les deux contacts que j'avais chez Charente Libre et chez Sud-Ouest en leur disant c'est absolument faux ce que vous dites. Et d'ailleurs, je leur ai même dit, d'ailleurs aujourd'hui, une personne va aller déposer plainte pour l'usage du LBD. On a le certificat médical, on a tout ça. Et bizarrement, dans l'heure qui a suivi, le commissariat avait changé d'avis. Finalement, ils avaient bien utilisé le LBD et voilà. Mais après, oui, ils l'ont utilisé. Mais est-ce qu'ils l'ont utilisé de façon disproportionnée? Effectivement, pour moi, ils sont arrivés. D'ailleurs, j'ai pas entendu le mot dispersion, j'ai rien entendu de tout ça. Ils ont tiré, voilà, avec leurs balles de défense. Ils ont tiré leur lacrymo et point. Et c'était sauf qui peut. Après, il y en a certains qui ont répondu face à cette violence policière. Ils ont répondu, ils ont mal fait, parce que j'aurais jamais fait la même chose. Mais ils ont répondu en jetant une canette de bière ou une canette de champagne, je crois même. Voilà, ils ont répondu comme ça. Je condamne leur réponse, certes, ils n'ont pas à faire. Mais condamner ne veut pas dire ne pas la comprendre. Je comprends beaucoup de gens, je comprends des actes violents qu'ils peuvent avoir, mais je ne les accepte pas et je les condamnerai toujours. Que ce soit de parti policier ou parti gilet jaune. Dans les deux camps, je condamne tout en comprenant. En Charente, le nombre de gilets jaunes baisse considérablement. D'autres groupes tentent de garder le souffle du mouvement. D'après vous, à quoi est dû cet essoufflement? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Déjà, quand on a changé la méthode de passer d'un blocage sur des revendications claires qui rassemblaient un maximum de personnes pour passer à des marches qui n'avaient que pour écho les différentes méthodes syndicalistes, pour se lancer en politique aussi. C'est-à-dire que voilà, on voit de plus en plus des personnes qui émergent au sein du mouvement et qui s'adressent à vous comme un politicien le ferait, comme un opposant politique le ferait face au gouvernement. Tout ça, ça crée une certaine incompréhension. Il y a des personnes qui sont là, qui ne comprennent pas les mots politiques, qui ne comprennent pas le langage politique, qui ne comprennent pas les méthodes syndicalistes, et du coup ils ne s'y retrouvent pas. Ce
qui avait fonctionné au début, c'est que c'était le peuple, les citoyens d'en bas, qui parlaient avec les citoyens d'en bas, avec les méthodes d'en bas, avec ce qu'on avait. L'entraide, on partageait de la bouffe, on partageait des cagnottes, on partageait des palettes, on partageait des voitures. Voilà. Et aujourd'hui, on ne partage rien du tout. Aujourd'hui, on va d'un point A à un point B sous le soleil, en espérant, en croisant les doigts pour qu'il y ait les policiers qui nous jettent de lacrymo, comme ça on pourra montrer des belles images d'actes violents de la part des forces de l'ordre. Voilà ce que recherchent aujourd'hui les organisateurs, ils recherchent l'image à scandale et à parler comme les politiciens pour, et ça on le voit clairement aujourd'hui quand on regarde les appels qu'il y a, moi je suis un farouche opposant à l'inclusion, à l'ingérence des gilets jaunes en politique. Je suis contre qu'il y ait des listes gilets jaunes, dites gilets jaunes, que ce soit pendant les élections européennes qui sont passées, ou que ce soit pendant les élections européennes, pendant les élections municipales. Je pense qu'un gilet jaune n'a rien à faire dans une municipalité. Un citoyen peut. C'est-à-dire que toi, en tant que citoyen, si tu veux rentrer dans une équipe municipale, libre à toi, au contraire, c'est bien de t'engager. Moi, personnellement, j'y réfléchis. J'ai été approché par des partis politiques. J'y réfléchis aussi. Mais si je le fais en tant que citoyen libre et certainement pas, d'ailleurs on comprend aujourd'hui pourquoi, mais je ne l'aurais jamais fait sous l'enseigne d'un gilet jaune. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Mais pour moi, un gilet jaune n'a rien à faire en politique. Et si le mouvement s'écroule, c'est parce qu'on a de plus en plus cette volonté de politiser le mouvement gilet jaune. Quelle est la chose que vous regrettez le plus depuis le début du mouvement? Ce que je regrette le plus, ça n'a rien à voir avec le côté médiatique, ni rien à voir avec le côté judiciaire. Ce que je regrette le plus, c'est à vouloir protéger mes enfants et protéger ma femme, je les ai mis en danger. Je les ai mis en danger parce que j'ai reçu des lettres de menaces, de mort, des intimidations téléphoniques, mais aussi physiques. Donc si je regrette quelque chose, c'est de les avoir mis en danger, sincèrement. En Charente, certains gilets jaunes demandent votre retour. Dit nécessaire car efficace. Avez-vous réfléchi à cette proposition? J'y ai réfléchi depuis longtemps. J'y ai réfléchi d'abord avant même d'être incarcéré. J'y ai réfléchi parce que déjà le mouvement commençait à retomber. Moi j'avais quitté le mouvement, à un moment où le mouvement était bien placé. J'ai quitté le mouvement parce que je subissais trop de pression, d'intimidation, de violence, etc. Je m'étais justement, j'ai surexposé trop ma situation personnelle, ma famille, mon entreprise, etc. Donc j'avais décidé de me retirer. Les raisons qui font que je me suis retiré du mouvement à l'époque, ce sont les mêmes raisons qui font qu'aujourd'hui je ne rentrerai pas dans ce mouvement. Après, je le dénonce aussi lors de différents lives que j'ai pu faire en sortant de détention. Effectivement, j'ai eu pas mal d'appels à revenir, ça serait bien que tu viennes nous voir, etc. Alors, revenir pour dire bonjour, pourquoi pas, j'ai jamais décidé, j'ai jamais dit que je coupais court à toute communication avec qui que ce soit, et d'ailleurs, ma présence aujourd'hui en est bien la preuve. Mais ma part active, c'est non. Pour les mêmes raisons que déjà à l'époque je les ai quittés, et je rajouterai aussi en plus qu'on ne peut pas réintégrer ou reprendre un mouvement qui pour moi n'existe plus. On ne peut pas revenir au sein des mouvements du Gilet jaune s'il n'existe plus. Aujourd'hui, on a un mouvement Charente citoyenne, on a un mouvement Gilet jaune insoumis ou je sais pas quoi. Voilà, on a des trucs comme ça. Mais le Gilet jaune qui existait le 17 novembre, il n'existe plus. Donc je ne peux pas y retourner. D'après vous, de quelle manière peut-on faire en sorte que ce mouvement du 17 novembre revienne à la vie? Beaucoup en parlent. Moi, je regarde beaucoup les lives, notamment d'Yannick. Et ce qui ressort beaucoup de tous ces lives, de toutes ces interventions, aussi bien dans la presse que sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui ressort beaucoup, c'est
ne pas de revenir sur quelque chose qui a des... Alors, le 17 novembre, ça a marché, c'est super. Mais aujourd'hui, ça s'est cassé la gueule parce que c'était mal préparé, parce que c'était mal fait. Ce qui avait marché surtout le 17 novembre, c'était l'effet de surprise. L'effet que il n'y avait jamais eu de précédent. C'était quelque chose d'imprévisible. Donc revenir en refaisant la même chose, on n'a plus l'effet de surprise, c'est encore quelque chose de prévisible. Enfin voilà. Donc non, on ne peut pas refaire la même chose. Donc si quelque chose doit exister, si l'après Gilets jaunes doit revenir, il ne pourra, à mon sens, et au sens de pas mal de personnes qui discutent avec moi, il ne pourra revenir que sous une autre forme. Cette forme-là, il reste totalement à l'inventer. Comme on l'a inventé la première fois, comme certains l'ont inventé, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé le 17 novembre. Je rappelle que le 17 novembre, les personnes qui l'ont inventé, c'est Priscilla, c'est Eric et c'est Maxime. Priscilla avec la pétition, Eric avec le 17 novembre, Maxime avec le gilet jaune. Et le mouvement des gilets jaunes est apparu comme ça. C'est ces trois personnes qui ont lancé ce mouvement. Et après, derrière, bah, les citoyens se sont investis et ont fait les choses et a fait que ça a été un truc grandiose. Et bien aujourd'hui, il faut repartir avec 2, 3, 10, 20 personnes qui vont recréer quelque chose de totalement inédit, de totalement différent, de totalement... pour que ça refasse quelque chose. Mais avant que ça se produise, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts, je pense. J'imagine que dans votre vie personnelle, plein de choses se sont cassées la figure. Comment faites-vous pour tenir et garder la tête haute? C'est pas évident. Sortie de détention, je me suis aperçu que... Enfin déjà, au moment où je suis incarcéré, dans ma vie personnelle, j'avais des difficultés, notamment avec mon épouse, où je ne savais plus où on en était dans notre couple. Cette détention a permis de comprendre la situation dans laquelle on était, et aujourd'hui on reconstruit notre couple. Mes enfants, pendant ma détention, je ne pouvais pas avoir de lien avec eux malheureusement, mais depuis que je suis sorti, je profite de chaque instant avec eux pour... voilà, je profite vraiment de chaque instant. L'autre côté, c'est le côté professionnel, où effectivement en sortant de détention, je m'aperçois que j'ai des partenaires qui en ont profité pour me piquer tous mes clients, toute ma clientèle, et donc je me suis retrouvé sans boulot, sans plus rien, enfin avec plus rien. Aujourd'hui, j'arrive plus ou moins à être... alors déjà, première chose, c'est d'avoir un toit sur la tête, parce que j'avais plus de toit sous la tête, parce que j'ai perdu aussi mon logement. J'ai des amis, d'ailleurs rencontrés sur le mouvement des Gilets jaunes, qui m'ont tout de suite ouvert leurs portes. Et d'autres personnes ont suivi derrière. J'ai eu des soutiens moraux, j'ai eu des accompagnements aussi spirituels, on va le dire, parce que voilà, je suis quelqu'un de croyant. Et après, il y a eu aussi en off beaucoup de messages de soutien. C'est-à-dire que ma femme avait lancé un appel voilà, au soutien pendant ma détention. Et on voit ce qu'on voit en public, certes. Mais tout ce qu'il y a en privé, les messages privés, le moins de petits mots, les témoignages que j'ai reçus, vraiment ça prouve que depuis 32 ans, ce que je fais sur cette terre, je l'ai fait, j'ai apporté beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Et ce bien-là, ces personnes-là me l'ont redonné aujourd'hui. Donc je les en remercie. Et si je tiens, si j'arrive à tenir la tête sur les épaules aujourd'hui, c'est parce que justement, tout au long de ma vie, j'ai fait du bien autour de moi. Et aujourd'hui, j'ai le retour de cette monnaie. C'est-à-dire que j'ai aussi des personnes qui me soutiennent et heureusement. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres personnes qui... moi, je connais d'autres personnes qui ont été aussi incarcérées dans le cadre de mes affaires, qui, eux, n'ont personne pour les soutenir. Ils sont en totale dépression. Tout part voilà, en flambeau pour eux. Voilà. J'ai cette chance-là que j'arrive à redresser la barre petit à petit et voilà. Mais je m'accroche. Avez-vous gardé beaucoup de contacts avec les Gilets jaunes? Ben, ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que oui, effectivement,
D'ailleurs, la juge m'avait dit clairement, est-ce que après vous allez garder contact, etc. Moi, je lui avais dit, je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. Moi, j'attends pas que ça soit quelqu'un qui me dicte qui je dois voir et qui je dois pas voir. Il y a même des personnes au sein des Gilets jaunes que j'ai encore en contact qui me disent, voilà, attention, telle personne, tu devrais pas la voir, etc. Ils ont certainement raison. Ils ont certainement raison, parce qu'eux, ils ont vu tout ce qui s'est passé pendant que j'étais en détention. Mais je ne suis pas le genre de personne qui m'empêche, qui me censure. D'ailleurs, j'ai horreur de la censure. Et moi, j'ai pas envie de m'empêcher de voir les personnes. Par contre, je vois encore pas mal de gilets jaunes, mais je suis méfiant comme je ne l'ai jamais été. Je me méfie de tout le monde, même de ma propre famille. Je me méfie. Parce que on voit qu'on peut être condamné pour un oui, pour un non. Eh bien, pourquoi ça ne se reproduirait pas demain? Donc, je me méfie, je fais attention aux moindres mots que j'utilise. Je ne les priorise pas aussi. Je priorise ma famille, mes amis, etc. J'ai des personnes des fois qui m'appellent, tiens, tu peux pas m'aider là? Ah non, désolé, là, je suis avec mes enfants, c'est pas possible. Voilà. Je mets aussi de l'ordre dans tout ça. Et c'est comme ça que j'arrive à me protéger. Et une fois, comme je suis protégé, j'arrive à pouvoir garder contact avec certains gilets jaunes. Mais encore une fois, les gilets jaunes avec qui j'ai encore des contacts, ce sont des personnes qui ont, à multiples reprises, ont pu m'apporter un soutien. Les personnes qui m'ont descendu, les personnes qui ont cassé le mouvement, qui ont profité de moi, ce sont des personnes avec qui je n'ai aucun contact. Et est-ce que c'est des personnes avec qui je souhaite reprendre contact? Non. Ils ne m'intéressent pas. D'accord. Maintenant, on va faire place à une libre parole où on va vous laisser dire exactement tout ce que vous voulez, sans aucune censure. Comme vous l'avez dit, vous n'aimez pas les censures. Et bien, à vous de jouer. Alors, la censure, on est obligé de se la donner à soi-même parce que on voit dans mes affaires que le moindre mot est analysé, etc. Moi, j'ai pas fait des grandes études, je l'ai déjà dit, mais du coup, des fois, je peux dire des mots qui peuvent être compris de différentes façons. Donc il y a déjà cette censure. Moi, ce que je veux simplement rajouter pour vraiment faire un point final à tout ça, c'est que vraiment j'ai cru en ce mouvement, j'y ai cru réellement. J'ai cru qu'on allait changer la face du monde, j'ai cru qu'on allait pouvoir s'en sortir, qu'on allait mieux vivre ensemble déjà, qu'on allait pouvoir vivre ensemble. Parce que moi je me rappelle ici même avoir partagé des repas, des saucisses, avoir eu des conversations très tard la nuit, etc. Et en fin de compte, aujourd'hui, je me rends compte que bon nombre de ces personnes, c'était des personnes fausses. C'est des personnes qui jouaient un rôle. Moi, j'ai des personnes qui, ici même, ont donné mon nom à des gendarmes en disant « c'est Yohann Letellier qui a organisé », alors que non. Yohann Letellier était chez lui à ce moment-là. Yohann Letellier, il n'a jamais organisé le blocage de la Nationale 10. Mais pourtant, cette même personne a été dire c'est Yohann Letellier. Bon. Ces personnes-là, voilà, c'est leur conscience. Leur conscience est à eux. Moi, j'ai ma conscience tranquille pour moi. Je sais ce que j'ai fait. Je sais surtout ce que je n'ai pas fait. Et à aucun moment, je n'estime avoir fait quelque chose qui aurait pu mettre en danger d'autres personnes, déjà. Peut-être que j'ai fait des choses qui n'étaient pas légales, comme le blocage. Oui, j'ai bloqué avec ma voiture la Nationale 10 à un moment donné. On la voit sur les vidéos. C'est vrai? Oui, j'ai remonté la Nationale 10 en sens contraire pendant qu'elle était bloquée, parce qu'on me voit en vidéo. C'est vrai, j'ai fait des choses pas bien. Est-ce que j'en avais conscience? Non, je n'en avais certainement pas conscience. Aujourd'hui, j'ai conscience des choses mal que j'ai fait, donc je ne les reproduirai pas. Et en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait des choses mauvaises, qui eux, par contre, ne les ont jamais reconnues, et ils continuent à les faire. Il faut arrêter de se laisser manipuler par... voilà, des pseudo-gilets jaunes qui viennent, qui veulent prendre en charge l'organisation, et puis d'un seul coup, ah bah c'est fini, j'arrête le mouvement. Une fois que le mouvement est bien par terre, j'arrête le mouvement, je rentre chez moi. Et en fait, on s'aperçoit que cette même personne, on la retrouve sur une autre organisation à Bordeaux. Il faut m'expliquer là. Ah bah oui, cette personne-là, et moi je le dis, cette personne-là a détruit le mouvement à Angoulême, maintenant on va détruire le mouvement à Bordeaux, et ainsi de suite. Voilà. Donc que les personnes me disent à moi que c'est moi qui ai détruit le mouvement,
sachant le nombre de personnes qui veulent que je revienne, je pense que la preuve est établie que non, c'est pas moi qui ai détruit le mouvement. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Oui, j'ai fait des erreurs. Maintenant, la responsabilité ne m'est pas due à moi. Il faut aller voir les personnes qui en sont réellement responsables. Mais ça va se savoir un jour ou l'autre. Merci d'avoir répondu à nos questions avec beaucoup de cœur. Et j'espère que je vous souhaite que des bonnes choses pour la suite. Bah écoute, merci à toi de m'avoir donné cette possibilité-là. C'est vrai que je réfléchissais depuis un petit moment. Est-ce que je réinterviens, est-ce que je réinterviens pas, etc. Je faisais des lives, j'avais des conseils, j'avais des choses. Finalement, j'ai pris la décision de répondre à tes questions pour que ça mette un point final. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une entreprise. Aujourd'hui, j'ai une vie de famille. J'ai des projets pour m'en sortir. J'ai des projets aussi pour la France, enfin pour la France dans le sens où j'ai des projets de revendication, mais qui n'ont plus rien à voir avec les Gilets jaunes, en tout cas ce qui existe aujourd'hui. Donc non, vous ne me reverrez pas dans un mouvement Gilets jaunes, quel qu'il soit, où ce n'est peut-être juste pour dire bonjour à quelques personnes qui m'ont apporté du soutien et j'ai envie d'apporter le soutien. Ils ont mon soutien, disons, les Gilets jaunes ont encore mon soutien, mais je n'interviens plus.